Conakry, le 22 octobre 2019. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Le premier sommet Afrique-Russie s'ouvre ce mercredi dans la cité balnéaire de Sotchi. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, prendra part à ce sommet. Il est arrivé ce matin en Russie. Paix, sécurité et cohésion sociale au centre d'une rencontre entre le groupe national de contact et le ministre de l'Unité nationale à Conakry. Une stratégie commune de prévention des conflits est envisagée. Au sommaire encore, comment valoriser les sites touristiques du pays? La question était en débat entre les acteurs du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. C'est dans le cadre du programme Intégra appuyé par le gouvernement guinéen et ses partenaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République est arrivé ce matin en Russie dans la cité balnéaire de Sotchi. Professeur Alpha Condé prendra part demain, mercredi, au premier sommet Russie-Afrique. Et une trentaine de chefs d'État du continent et de nombreux hommes d'affaires sont conviés à cette rencontre. Objectif, renforcer les relations économiques entre l'Afrique et la Russie. Sanassi Keita, envoyé spécial. Sotchi, cité balnéaire de la République fédérale de Russie. C'est dans cette ville que se tiendra les 23 et 24 octobre 2019 le premier sommet Russie-Afrique, doublé d'un grand forum économique. Plusieurs dirigeants africains sont attendus, parmi eux le président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, qui arrive ce mardi 22 octobre 2019. Personnalités guinéennes et russes étaient là, sur ce tarmac de l'aéroport international de Sotchi pour réserver au professeur Alpha Condé un accueil chaleureux. Au programme de ce rendez-vous russo-africain figurent des discussions politiques et économiques pour montrer que les Russes peuvent, comme les autres pays du monde, être un partenaire fiable. Au cours des discussions plénières du sommet sera abordé un large éventail de questions relatives à l'actualité internationale dans le but surtout de s'étendre sur les problèmes qui présentent un intérêt majeur pour la Russie et les pays africains. Durant le sommet, une attention particulière sera également accordée aux perspectives des relations entre la Russie et les pays du continent africain, au développement des échanges dans les domaines politiques, économiques, humanitaires, culturels et tant d'autres, avec un accent mis surtout sur la recherche de solutions pour un développement accéléré et cohérent de l'ensemble de la coopération russo-africaine. En 2016, le président Alpha Condé a effectué sa première visite dans la ville de Saint-Pétersbourg, invité par son homologue de la Russie. La réception a été cordiale, les discussions amicales. Mais avant de se séparer, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a émis l'idée de la tenue d'un sommet Russie-Afrique pour la première fois. Et le président Poutine a pris bonne note. En 2017, quand il est venu au mois de septembre 2017, il a réitéré la même demande. Le président Poutine a dit « Oui, j'ai compris, monsieur le président, on va le faire ». C'est à partir de ce moment que nous, ambassadeurs africains, nous avons commencé à avoir les réunions avec le Parlement russe jusqu'à la fixation de cette date historique, parce que c'est une première dans l'histoire entre la Russie et l'Afrique. Donc, pour nous, ce sommet est important, d'abord par sa nature, n'est-ce pas, renforcer les relations entre la Russie et l'Afrique. Si je puis vous dire, la Russie n'a pas colonisé l'Afrique. Les Africains donc voient les Russes comme des amis. Ils sont venus chez nous, soit après les indépendances, soit pendant la lutte de libération des pays africains. Donc, ils sont perçus comme des amis. À eux de profiter de ce sommet pour tisser les relations non seulement au niveau des États, comme essentiellement nos relations sont là, mais créer les moyens, n'est-ce pas, d'interpénétration entre les hommes d'affaires africains et les hommes d'affaires russes. Par exemple, la Guinée
peut avoir beaucoup d'opportunités d'exporter vers la Russie. Nous avons pas seulement la bauxite, l'or, le diamant, mais nous avons le café, nous avons le cacao, nous avons la banane, l'ananas. Les Russes en ont besoin. Pour l'ambassadeur de la Guinée auprès de la Fédération de Russie, la Guinée a beaucoup à gagner dans ce premier forum économique Russie-Afrique. Depuis 1958, nous coopérons avec la Russie, d'abord avec l'Union soviétique, ensuite avec la Russie, mais essentiellement au niveau des États. C'est-à-dire l'assistance militaire, la formation, la recherche scientifique, etc., etc. Mais c'est la première fois que l'opportunité nous est donnée que nos hommes d'affaires se tournent vers la Russie. Et la Russie, c'est un grand marché. C'est un pays, comme vous le dites, un pays continent, le plus grand du monde, avec une population active de plus de 175 millions d'habitants. Il y a de la richesse en Russie. J'attire l'attention de nos hommes d'affaires qu'il y a la richesse. Donc nous avons beaucoup à gagner dans ce sommet. Non seulement entre la Russie et notre pays, mais les représentants de notre pays avec d'autres pays africains auront, n'est-ce pas, à renouer les relations à ce sommet. C'est pourquoi je dis que c'est une opportunité immense qu'on ne doit pas rater. Ce mercredi 23 octobre 2019, le premier sommet Russie-Afrique ouvrira donc ses portes, ici, dans la ville de Sochi, au Cyrus Park des sciences et arts. Dans le même registre, la coopération Guinée-Belgique, le ministère en charge de la coopération internationale vient de signer une convention avec l'Agence belge de développement sur un montant de 45 millions d'euros. L'enveloppe vise à financer des actions de développement dans les secteurs de l'entrepreneuriat et de la santé reproductive. Le détail avec Ousmane Bar. La coopération entre la Guinée et la Belgique se renforce davantage. C'est du moins ce qui ressort de cette signature de convention entre la représentante de l'Agence belge de développement, ENABEL, et la ministre en charge de la coopération. L'enveloppe de 45 millions d'euros servira à promouvoir l'entrepreneuriat, la promotion du genre et à financer des actions en matière de santé sexuelle et reproductive. À travers tout le programme exécuté par ENABEL et pas seulement dans ce pays-ci, on met un accent particulier sur tout ce qui est le rôle de la femme et le genre en général, parce que nous sommes convaincus que c'est un facteur de développement et un facteur de succès très important dans tous les pays. Donc je parlais de l'entrepreneuriat. Et donc le deuxième pilier, là justement il s'agit de la condition de la femme et donc ça s'appelle She Decides. Donc c'est l'accès aux soins de santé, mais l'accès aussi en ce qui concerne les droits reproductifs et sexuels. Cette enveloppe est une large contribution qui va permettre à la Guinée d'être en bonne position dans les préparatifs de la rencontre sur le droit de la jeune fille. Rencontre prévue dans quelques semaines à Nairobi, au Kenya. Et ceci est une chance extraordinaire pour notre pays de pouvoir développer l'entrepreneuriat en général, féminin en particulier, mais la Guinée fait partie depuis cette année de l'initiative qu'on appelle le Nexus. Et c'est le She Decide, elle décide. C'est un grand mouvement mené par les grands pays, et il y a quelques pays du Sud, dont la Guinée, qui font partie, pour défendre les droits de la femme, les droits de la jeune fille adolescente. Et d'ici quelques semaines, la grande réunion de Nairobi aura lieu pour justement la santé sexuelle et reproductive. Et là, la Guinée est vraiment à l'avant-garde grâce à la Belgique. Et vraiment, la Guinée est reconnaissante au Royaume de Belgique pour cet effort énorme dans le développement de notre pays. La convention prévoit aussi un volet sur la formation. Ce sera une expertise qui viendra appuyer le projet dans son ensemble. L'Agence nationale de lutte contre la corruption, dans l'exercice de l'auto-évaluation, conformément aux recommandations des Nations Unies, l'institution s'est engagée à remplir plusieurs critères juridiques et des actions qui garantissent son efficacité dans la prévention et la lutte contre le phénomène. La Guinée réévalue ses critères de convergence. Habib Cham. Cette
Cette disposition que j'ai lue, si notre pays... La réflexion sur les enjeux et opportunités de mise en œuvre du régime de déclaration d'actifs, d'avoirs, de biens ou de patrimoine, l'examen de la question de la prévention et de la gestion des conflits d'intérêts, ce sont, entre autres articulations de ces travaux d'auto-évaluation, de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, un exercice à sa deuxième phase et qui permet la collecte d'informations sur les mesures préventives de la corruption en Guinée. La Guinée a fait le choix de lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance. Cet exercice d'auto-évaluation qui se doit d'être le plus représentatif possible exige que les différents segments de notre société soient associés à sa réalisation. Nous devons tous nous rendre disponibles afin d'être en mesure de renseigner avec précision et exactivité le questionnaire d'auto-évaluation. Je voudrais compter sur la disponibilité et les compétences de chaque participant ici présent afin que nous réussissions comme pour le premier cycle d'examen cet exercice inclusif pour une introspection rigoureuse et fidèle et sans complaisance de notre système de prévention et de lutte contre la corruption en référence aux dispositions des chapitres 2 et 5 de la Convention des Nations Unies. La tenue de cet atelier, qui n'est pas une première en Guinée, démontre la volonté politique affirmée du président de la République et l'engagement sans ambiguïté du gouvernement sous l'autorité du Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre, dans la lutte sans relâche contre la corruption et toutes les pratiques assimilées en République de Guinée. Dans le contexte de mondialisation et de globalisation où nous vivons, pour une société qui se veut démocratique et pour un état de droit, la lutte contre la corruption ne s'oppose pas en termes d'hypothèse, mais plutôt comme une exigence et une nécessité, car il en va de la sécurité économique du pays qui conditionne la sécurité dans sa globalité. À ce jour, 186 États partis ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption et les pratiques assimilées. Pour juguler le phénomène, la Guinée a misé depuis 2016 sur la création d'instruments conséquents. La Guinée est en avance par rapport à beaucoup de pays au plan institutionnel que normatif. Au plan institutionnel, vous avez l'agence anticorruption, vous avez les points focaux, etc., etc. Au plan normatif, le dernier acte, c'est on a doté le pays d'un projet de loi portant répression, prévention et détection de tout ce qui est lié à la corruption. Le rapport de cette évaluation interne sera transmis aux Nations Unies pour un diagnostic approfondi, une manière de vérifier la conformité de la partie guinéenne avec les engagements de la Guinée en matière de lutte contre la corruption. Dans l'actualité encore, la délégation de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, vient de procéder à une évaluation du niveau d'exécution des recommandations de l'audit du fichier électoral. L'opération a permis d'enregistrer des avancées significatives, notamment l'acquisition performant par la CENI d'un logiciel performant pour l'assainissement du fichier électoral. Les précisions avec Saïdouman Diallo. L'OIF, en séjour de travail dans notre pays, s'intéresse au niveau d'exécution de l'audit du fichier électoral. À la CENI, les points déjà résolus sont satisfaisants. Hubert Tchiemen Koulibaly est émerveillé par les efforts consentis par l'organe de gestion électorale. Parmi ces motifs de satisfaction figure l'acquisition d'un logiciel performant de correction des anomalies qui est désormais une propriété de la Guinée. Vous savez tous que cet audit a prescrit un certain nombre de recommandations visant à réaménager le fichier électoral afin d'obtenir un outil parfait pour la conduite des élections. Donc des efforts ont été faits dans ce sens et ces recommandations, au nombre de 77, sont en cours de mise en œuvre. Par ailleurs, la République de Guinée a décidé de se doter d'outils
moderne sur le plan technologique de conduite des opérations électorales. Un nouveau logiciel a été acquis et ce logiciel, les techniciens pourront donner des détails, très performant et à la pointe des possibilités actuelles sur le plan technologique, donc a été acquis par la CENI et est en cours de mise en œuvre. Cette avancée technologique qu'il faut saluer évidemment nécessite un travail très important. Et sur les avantages de ce logiciel, on note une capacité de dédoublonnage facial, l'intégration des empreintes des 10 doigts et une possibilité d'analyse sur l'âge des électeurs pour mettre fin à l'enrôlement des mineurs. Les performances du logiciel dont je parle nécessitent aussi une mise en œuvre minutieuse pour qu'il soit installé sur l'ensemble des kits et déployé sur l'ensemble du territoire pour procéder à l'enrôlement, procéder à toutes les corrections. C'est un gros travail. Et nous voulons qu'il soit bien fait. Des partenaires en termes de société sont en train de travailler pour que le logiciel soit installé sur les kits d'enrôlement qui ont été également acquis en pleine propriété pour que ces kits-là puissent être déployés sur le terrain pour le début non seulement de l'enrôlement, mais aussi du nettoyage du fichier électoral, parce que cela fait partie des recommandations de l'audit du fichier. Il faut dire que ce logiciel à disposition de la CENI est un plus sur les recommandations faites par l'institution. Déjà sur le terrain, l'identification des électeurs se poursuit et les kits d'enrôlement sont attendus. Une fois le paramétrage terminé, ces machines vont être déployées pour servir la phase biométrique de l'opération de révision en cours. Les données vont ensuite être remontées au site central, aussi équipé de ce logiciel pour toujours l'assainissement du fichier. Merci Saïdou. Les questions liées à la paix et la quiétude sociale au centre des préoccupations du groupe national de contact. Il a eu des échanges avec le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté à cet effet. L'occasion de mettre en place une stratégie commune de prévention des conflits dans le pays. Younes Atawel Kamara, reportage. C'est la troisième fois consécutive que le groupe national de contact vient rencontrer le ministre de l'Unité nationale pour échanger sur la situation sociopolitique actuelle du pays. Il s'agit pour les responsables de cette structure de présenter leur stratégie qui vise à faciliter la concertation entre les différentes composantes de la société guinéenne en vue de prévenir les conflits dans le pays. Une manière d'impliquer le département de l'unité nationale dans son programme de promotion du dialogue social et le renforcement de l'unité nationale entre les Guinéens. Partout, on nous a dit, nous avions honte que des étrangers viennent intervenir entre Guinéens. Donc la mise en place du groupe national de contact a été saluée par les populations et nous avons recueilli les conseils et les suggestions des populations par rapport au courage qu'on devait avoir pour parler aux uns et aux autres, n'est-ce pas, et faire en sorte que le pays qui nous est commun, qui est notre bien commun, ne brûle pas. Et en deuxième lieu, nous avons discuté avec Monsieur le ministre de la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays et quels sont les moyens et les voies, n'est-ce pas, pour sortir très très rapidement de cette crise. Après avoir écouté les avis des uns et des autres sur cette question d'intérêt national, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a réaffirmé sa volonté d'accompagner ce groupe national de contact dans sa stratégie de prévention des conflits en Guinée. C'est comment faire que tous ceux qui s'investissent dans la paix, dans la quiétude et dans la réconciliation puissent agir pour qu'un Guinéen, comme je disais tout à l'heure, ne soit ni blessé, à plus forte raison tué. Comment faire en sorte, si finalement il doit y avoir des manifestations, à tout prix que ces manifestations soient pacifiques. Et que dans le combat politique, tout puisse s'exprimer de façon libre, mais dans la paix et la quiétude sociale.
Après le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, le groupe national de contact compte rencontrer également les autres acteurs concernés en vue de trouver les moyens pacifiques pour prévenir les conflits en Guinée. Et puis ce communiqué de l'état-major général des armées, avant de poursuivre cette édition d'information, le chef d'état-major général des armées tient à rappeler à l'ensemble des forces de défense et de sécurité que le contenu du communiqué du 11 octobre 2019 relatif au casernement des militaires en cas de manifestation reste de rigueur. Le chef d'état-major général des armées invite les commandants d'unité à veiller au respect strict des consignations des militaires avec compte rendu à l'état-major général des armées de leur situation de prise d'armes. Conakry, le 22 octobre 2019, le chef d'état-major général des armées, général de brigade, général d'armée Namouri Traoré, commandeur de la Légion d'honneur. La lutte contre l'insécurité et le grand banditisme. 4 présumés malfrats viennent d'être mis hors d'état de nuire par le commissariat central de Dabompa. Les 3 premiers étaient en possession d'armes à feu. Ils sémaient la terreur dans les quartiers. Le 4e bandit est conducteur de taxi. Il a inventé une panne de carburant pour abuser de sa passagère. Explication Morikaba. Des patrouilles inopinées et la synergie d'action entre la police nationale et les populations ont permis encore de mettre hors d'état de nuire ces 4 présumés bandits en possession d'armes à feu et blanches. Une arme de guerre, notamment un PMK, dont le détenteur a pris la fuite avec ce pistolet calibre 12 et leurs munitions. Les hommes ont interpellé un certain Kelfa Latouré qui était transporteur de passagers ce jour. Il a pris une dame dans le quartier Sangoya pour le conduire au niveau de l'Assina Barrage. Arrivé au point de l'Assina Barrage, il a simulé une panne d'essence. Et donc, aussitôt, il a demandé à la femme s'il n'obtempérait pas, il allait tirer sur elle. Et donc, la femme avait tout ce qu'elle avait comme sac et son contenu. Et aussi, il a demandé à la femme de se déshabiller pour qu'il fasse ses besoins. Et heureusement, ça continue à le passage d'un piéton. Et donc, il a pris la fuite, ce truc-là. Donc, lui, il était avec un autre ami, ils étaient 2 sur la moto. Ils étaient porteurs d'armes. Lui, par exemple, il avait le calibre 12 de la production locale. Et son ami avait un PMK scié. Étant chez lui, on a trouvé des tenues militaires et plein de choses. Et le bout de canon scié de l'arme de PMK qui est parti, il a reconnu avoir perpétré 6 opérations. Selon les enquêtes du commissariat central de Dabompa, ces individus seraient responsables de plusieurs attaques à main armée, notamment dans la haute banlieue de Conakry, Koya et Kindia. J'ai été arrêté avec un pistolet calibre 12. Celui qui a fui, je l'accompagne souvent dans ses opérations et il me donne de l'argent jusqu'à 1 million. Puisqu'on opère ensemble, cela veut dire que je suis bandit aussi. Parce que ça je suis là pour un vol. J'ai retiré le sac d'une de mes passagères. Vous avez remarqué à Dubreka, nous avons eu la patrouille mixte a pu arrêter 2 jeunes qui se disent beurre rouge avec des effets militaires, avec un PMK. Et c'était le jour de la grève, le 14. Et encore, vous venez de voir tout ce que vous venez de voir. Et tout ce que le jeune là vient de dire, vous voyez son âge et tout ce qu'il ne se gêne pas. Il dit tout ce qu'il est en train de faire et quel est son métier. En nous donnant ensemble la main pour essayer de retrouver ces gens-là, les extirper de nos populations, de nos foules, pour que les tueries et les attaques à main armées qui se font dans nos quartiers, dans nos villes, cessent. Ces individus arrêtés avec ces armes sont, selon les agents du commissariat central de Dabompa, impliqués dans des opérations souvent attribuées à tort aux forces de l'ordre. Ils ont été mis à la disposition de la justice. La police nationale se dit déterminée à poursuivre ces patrouilles contre les hors-la-loi. Elle souhaite à cet effet une collaboration plus fructueuse avec les populations.
Justice, un plus bref en image, le tribunal de Dixine a rendu son verdict dans le dossier des activistes ce mardi. Il condamne Abdraman Sano à 1 an d'emprisonnement ferme pour provocation à un attroupement non armé. Sekou Kounduno, Bill de Sam et 2 autres vont purger 6 mois de prison ferme. Le tribunal relaxe en outre 3 autres prévenus. Ama Franco, Eli Kamano et Ibrahima Keita écopent d'1 an et 6 mois de prison assortis de 6 mois de sursis, alors que le jeune maire Badara Kone, reconnu coupable de provocation non armée, usurpation d'uniforme, offense au chef de l'État, est condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Direction kilomètre 36 en haute banlieue de Conakry, où une jeune dame s'est lancée dans l'entrepreneuriat féminin. Elle recycle les déchets plastiques en pavé. À travers cette activité, Maria Mohamed Keita contribue à l'assainissement de la ville et crée du coup de l'emploi. Suivez le reportage signé Mohamed de Camara. Tout commence dans les rues de Conakry. Sans gêne, Mariam collecte sa matière première composée essentiellement de déchets plastiques. Ils sont ensuite triés et nettoyés avant d'être fondus dans un haut fourneau semi-industriel qui remplace, il y a quelques mois, celui traditionnel. Le liquide est mélangé avec du sable pour obtenir au finish des pavés, des pots de fleurs ou encore des briques. Cette jeune dame a une double ambition, participer à l'assainissement de la ville de Conakry, mais aussi créer de l'emploi pour beaucoup d'autres jeunes. Depuis que j'ai commencé ce travail, ça me permet de me prendre en charge, de prendre mes enfants en charge et aussi de prendre aussi d'autres jeunes aussi en charge. Parce que ce que je fais, je crée de l'emploi pour d'autres jeunes. Aujourd'hui, Mariam se veut un modèle de jeune fille qui suscite de l'espoir chez les autres jeunes, souvent tentés par la migration irrégulière. Moins de 2 ans après la création de cette entreprise, le projet attire certains jeunes en chômage. Nous sommes au nombre de 10, dont 8 femmes et 2 hommes. Nous sommes capables de faire jusqu'à 450 à 500 pavés par jour, et qui correspond à 250 à 300 mètres carrés. On est en train de faire des démarches actuellement au niveau des TP pour vraiment qu'ils croient en nous. Parce qu'au fait, de plus en plus qu'on a des commandes, de plus en plus qu'on arrive à utiliser des plastiques, des tonnes de plastique disparaissent. Parce qu'actuellement, on utilise plus de 5 tonnes par mois. Mais si nous avons aussi des commandes, je pense que ça pourra aussi, le taux de production pourra aussi augmenter. Les autorités en charge de l'assainissement apprécient le génie créateur de Mariam et son équipe. Voilà des projets qui vont dans le cadre de l'initiative présidentielle que nous allons encourager et que nous allons demander au gouvernement vraiment d'aider. Elle est à aider et je pense que si 10, 15, 20 jeunes prenaient l'initiative de créer leur propre entreprise, de créer de la main-d'œuvre pour leurs frères et sœurs, en fin de compte, dans 5, 10, 15, 20 ans, c'est des industriels que nous allons retrouver au lieu que ce soit des PME. Avec la création de cette entreprise, Mariam met en pratique son rêve, celui de rendre les déchets plastiques utiles à l'homme tout en limitant la pollution de l'environnement. C'est un exemple à suivre, Mohamed II. Les acteurs du secteur de l'hôtellerie et du tourisme planchent sur la stratégie à mettre en œuvre pour mieux valoriser le secteur. Une rencontre d'échange s'est tenue à Conakry. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme Integra à travers le Centre du commerce international avec l'appui de l'Union européenne et du gouvernement guinéen. Alga Simba. La Guinée possède de nombreux sites touristiques, mais la difficulté d'accès à ces sites reste le principal problème. Pour résoudre ce problème, ces acteurs du dit secteur se penchent sur comment rendre attractifs, visibles et accessibles les sites touristiques du pays. On a vu que le tourisme peut être un secteur porteur pour la création d'emplois et d'entrepreneuriat. C'est pour ça que nous avons voulu rencontrer les acteurs locaux pour écouter leurs problèmes, les goulots d'étranglement et apporter des solutions. Cet espace d'échange est une façon pour ces acteurs de l'hôtellerie et du tourisme de donner leur point de vue sur ce secteur pourvoyeur d'emplois. Un secteur qui a besoin de renforcer les capacités de son personnel.
C'est une très belle rencontre parce que ITC est là pour nous aider à renforcer les capacités de 3000 jeunes pour qu'ils puissent trouver du emploi. Je pense que si nous développons ce secteur au niveau du guidage, au niveau de l'animation culturelle, au niveau des chambres d'hôtel, au niveau des restaurants de nos hôtels et restaurants, je pense qu'on aura résolu un gros problème. Les cadres du secteur de l'hôtellerie et du tourisme disent avoir déjà élaboré une stratégie de développement des sites touristiques. Le document prend en compte toutes les difficultés qui assaillent le secteur. Dans ce document, il est retracé toutes les faiblesses, toutes les opportunités, toutes les forces, en plus les perspectives. Donc j'ai apprécié la rencontre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme Integra à travers le Centre du commerce international avec l'appui de l'Union européenne et le gouvernement guinéen. L'objectif est de créer de nouvelles sources de revenus à travers l'hôtellerie et le tourisme, une manière de limiter la migration irrégulière des jeunes vers l'Europe. Direction d'Abola, où les populations de Woulada témoignent de leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les fils ressortissants et résidents ont procédé pour l'occasion à la sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. C'était le samedi dernier. Yassila y était, reportage. Nous sommes dans la sous-préfecture de Sissela, une des localités de Woulada. Sous un soleil de plomb, ces militants du RPG Arc-en-Ciel réitèrent leur soutien et leur accompagnement au président de la République à travers ce carnaval. Tout ce que vous faites avec cœur, vous allez réussir. Woulada, ce n'est pas la démagogie. Nous avons de cœur avec le professeur Alpha Condé depuis le début de la démocratie en Guinée. Ce n'est que le début. Le Woulada va montrer encore une force de frappe. L'événement est organisé par le mouvement Wounok. 120 villages sont mobilisés pour dire non à la violence pendant les manifestations politiques en Guinée. Leur ambition, réveiller la fibre patriotique autour des idéaux de paix et de cohésion sociale. Pour moi, c'est prématuré. Les manifestations, c'est prématuré. Ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord, la meilleure façon, c'est de l'exprimer de façon pacifique et de passer par les urnes. Les populations de Woulada, il y a une conviction de paix. Il y a une conviction du vivre ensemble qui fait partie de notre culture, de notre histoire. D'ailleurs, la Guinée est connue pour sa culture qui prône la paix. Aujourd'hui, cette paix, cette cohésion est en train d'être compromise. Mais je crois sincèrement que le peuple de Guinée tient à son union. Ces militants du RPG Arc-en-Ciel de Woulada sont plus que jamais déterminés à soutenir les actions de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à travers tout le pays. Nous revenons sur le contenu de ce communiqué avant de refermer cette édition. Le chef d'état-major général des armées tient à rappeler à l'ensemble des forces de défense et de sécurité que le contenu du comité du 11 octobre 2019 relatif au casernement des militaires en cas de manifestation reste de rigueur. Le chef d'état-major général des armées invite les commandants d'unité à veiller au respect strict des consignations des militaires avec compte rendu à l'état-major général des armées de leur situation de prise d'armes. Conakry, le 22 octobre 2019, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Namouri Traoré, commandeur de la Légion d'honneur. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.